quelqu'un de l'extérieur qui ne te connaît pas et qui te met une limite et qui te dit tu ne peux pas faire ça, ça m'a rendu fou. Franchement, si tu fais un truc qui te fait kiffer, rien peut t'arriver ou tout peut t'arriver, tu vois, et tu t'en fous quoi. À partir du moment où la direction est bonne pour toi et t'es avec les bonnes personnes. Salut Marc, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, je suis ravi de t'avoir ici. Comme j'ai dit, normalement on est à la maison, au studio, un peu entre nous. On va faire comme si c'était le cas. Allez. Je suis très heureux d'être avec toi. Ce format, il est assez singulier. On s'intéresse au parcours, aux envies, aux besoins, aux enjeux des personnes. Et ton parcours, évidemment, qu'il a suscité mon intérêt, notre intérêt, parce qu'il est complet, parce qu'il est dense. Je pense que les gens ici ont déjà un peu vu ce que tu as fait, en tout cas j'espère. Comment ça va ce soir? Bah écoute, au top, j'ai fait pas mal de podcasts et j'en ai jamais fait avec un public en live, tu vois. Et donc je me demande, tu vois, dans les jeux vidéo, on parle beaucoup de méta, la most efficient technique available. Et là, je me demande si tu as trouvé la nouvelle méta du podcast d'avoir un public. Et tu vois, et que ça crée un peu un effet de... Tu as envie d'être là au moment du tournage et après tu es là pendant la rediffusion, tout ça, quoi. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Et j'espère que ça va nous permettre de donner le maximum. Marc, on va commencer tout de suite. Charbon, tu connais ce nom, en tout cas, tu as compris un peu où est-ce qu'on voulait aller. Est-ce que tu peux nous parler du Marc jeune, d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il est né, est-ce qu'il est parisien, est-ce qu'il est provincial, j'aime pas dire province, mais est-ce qu'il vient d'une autre grande ville? Ouais, non, parisien, pur... Enfin, le cliché de l'enfant hyper privilégié, tu vois, je grandis à Neuilly-sur-Seine, je fais mon collège-lycée dans le 16e, dans un lycée jésuite qui s'appelle Franklin. Je fais ma prépa encore dans le 16e après, c'est la seule prépa où je suis pris parce que j'étais nul dans mon lycée. Voilà, donc un peu le cliché, quoi. Et ce Marc jeune, qu'est-ce qui le passionne à l'époque? Qu'est-ce qui le rend un peu différent des autres enfants ou à l'inverse, totalement en phase avec les gamins de son époque? Qu'est-ce qui t'anime à l'époque? Qu'est-ce que tu aimes? On va le voir très vite, il y a une passion pour les maths. Ouais. C'est là où ça va nous différencier d'ailleurs, mais on va pouvoir y revenir. En fait, je pense un truc qui a beaucoup marqué mon développement, c'est qu'en fait, quand j'ai 6-7 ans, j'ai des gros problèmes d'audition. Tu vois, j'ai mon audition réduite de 80%. J'entends pas ce que les gens me disent. Tu vois, quand je regarde des films, je regarde juste les images et tout ça. Et ça a créé un comportement assez autistique chez moi. Et donc, du coup, je suis très, très introverti. Tu vois, déjà à ce moment-là, je suis souvent dans mon monde. Je suis souvent dans les cours, j'écoute pas. Il se passe des trucs dans ma tête et tout ça. Et donc, ouais, un truc que je commence à bien aimer, c'est les maths, les jeux vidéo, tous les trucs de geek, ouais. T'as envie de craquer un peu le modèle, t'as envie de répondre à ce stimuli, t'as envie de lui apporter une réponse? J'ai plus envie de rêver et d'être dans mon monde, en fait, c'est plus ça. J'ai plus envie de pas trop écouter ce que les gens me disent, avoir ma réalité à moi et pas écouter ceux qui viennent pour me niquer ma vibe et qui me disent mec, c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. On va le voir après avec ton parcours, avant d'entrer dans le détail de cet épisode, mais on sent qu'il y a un pattern qui revient, c'est t'aimes pas t'ennuyer. J'ai l'impression qu'on va le voir ensemble, il y a un côté en fait, l'ennui c'est pas un mot qui est dans le vocabulaire, dans le lexique. Ouais, non, j'aime pas trop me faire chier, mais qui aime ça? Je sais pas, tu sais qu'il y a des créatifs qui ont besoin de ça, qui aiment ce moment un peu de déconnexion où on se prend à rêver et à être un peu à penser à des choses. Toi, on a le sentiment que ça va vite, ça veut vite arriver à un point A, à un point B, et on a l'impression que ça revient à chaque fois. On va le voir avec les différentes étapes de ton parcours, le côté finance, le côté école d'ingé, puis école de commerce, puis ensuite le côté gamer. On a l'impression que tu prends un projet et tu le craques. Bah, alors, parce qu'on voit juste le résultat final, mais tu vois, je pense que tu vois, les gens qui me connaissent bien, ils savent que j'ai souvent effectivement un peu des moments d'absence, des moments où je suis dans ma tête, en train de réfléchir à comment je vais monter le truc. Tu vois, les jeux vidéo, on va en parler, il y a un grand moment où il se passe rien, il y a plein d'échecs aussi, quoi, tu vois. Donc c'est pas du tout j'arrive sur quelque chose et je le craque tout de suite. C'est plus je me pose et puis je suis très à l'aise à faire qu'une seule chose à la fois et à abandonner tout le reste et être certain qu'il faut que je fasse ça, en fait. C'est plus ça, je pense. Est-ce que ça crée de la frustration? Parce qu'on le voit sur ton profil, tu as envie d'apprendre beaucoup, tout comprendre. Est-ce que ça crée de la frustration quand tu n'arrives pas à faire le tour d'une question, d'un sujet? Est-ce qu'il y a un côté un peu, tu l'as dit, côté un peu autistique, de se dire j'ai envie de comprendre ce qui se passe avec tel schéma? Non, je suis assez serein, en fait. Je sais que... je dis souvent, et c'est vraiment pas de la fausse modestie, mais que j'ai la chance d'être un peu naturellement nul dans tous les domaines. Et en fait, ce truc-là te crée une vraie confiance en toi, parce qu'en fait, dès que tu arrives sur un nouveau domaine, tu sais que tu es nul, et tu sais que c'est du grind, tu vois. C'est-à-dire que petit à petit, tu vas monter toutes les marches, et tu sais que c'est que du travail et que du temps, tu vois. Enfin, moi, je suis convaincu, et c'est peut-être complètement faux, hein, mais que dans n'importe quel domaine, je pourrais exceller avec du temps. Mais c'est pas moi, c'est n'importe qui, tu vois, pourrait le faire, tu vois. Donc voilà, j'ai pas de frustration aujourd'hui. À chaque fois, je me dis bon bah je suis nul et ça va prendre du temps. Et d'ailleurs, petite digression, mais tu vois,
dans la manière dont je fais mon contenu, moi, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur toutes les plateformes, je me positionne jamais en expert, tu vois, j'essaye jamais de le faire. Les algorithmes sont faits de telle sorte que, quel que soit le sujet dont je parle, je peux parler d'un sujet dont je suis expert, League of Legends, je peux parler de produits dérivés cross-asset, tu vois, de sujets dont je suis hyper expert. L'algorithme va trouver quelqu'un qui sera plus expert que moi de toute manière, tu vois. Donc, je me positionne toujours de manière à dire, voilà, moi j'en suis là dans mon cheminement de pensée. J'ai tel et tel problème face à moi, voilà comment je pense le résoudre. Et tu vois, de manière modeste, il y a toujours quelqu'un dans la communauté qui va dire je suis plus avancé que toi là-dessus, je vais t'aider, il faut que tu fasses comme ça, tu vois. C'est pas difficile justement d'avoir ce côté humble de dire en fait je sais que je sais pas et c'est bon et donc je vais mettre en place les process pour apprendre. Et tu sais, avec le schéma de je passe 10 heures sur un sujet, je commence à le découvrir, je passe 100 heures, je commence à être bon, et après je passe à un certain niveau d'heure et je deviens expert et je peux l'enseigner. Est-ce que c'est dur d'avoir cette humilité de dire non, je sais pas, et à un moment donné, je ne sais pas, il faut que... Parce qu'il y a beaucoup de gens entrepreneurs qui ont parfois ce manque effectivement d'humilité, qui veulent pas dire qu'ils savent pas, pas assumer le fait, c'est pas mon sujet, je sais pas. Pour corriger, je dis pas que je suis humble, hein, je dis que j'essaye de l'être, ce qui est différent. Et ouais, je pense que c'est la base pour toute progression, en fait, c'est d'accepter que tu es nul, tu vois, d'accepter que tu sais pas, sinon tu peux pas progresser. Tu vois, il y a des courbes qui montrent très bien ça, des schémas qui ont été faits, où en fait, la première étape, c'est l'incompétence inconsciente, c'est-à-dire que tu es incompétent et tu le sais même pas. La deuxième étape, c'est l'incompétence consciente, donc ça, le moment un peu déprimant, tu sais que tu es nul, tu vois. Puis ensuite, il y a la compétence consciente, donc tu vois que tu progresses, tu vois tous les efforts que tu fais. Puis ensuite, c'est le flex ultime, il y a la compétence inconsciente, c'est-à-dire que tu es bon et tu te rends même pas compte en fait de tous les petits trucs que tu fais. Tu vois, là toi aujourd'hui, tu es en train de gérer une interview parfaitement bien et tu te rends pas compte en fait de tous les trucs que tu as mis en place pour tenir ta trame, pour aller prendre des petites digressions à gauche à droite, puis revenir sur ton fil. Tu pourrais même pas m'expliquer aujourd'hui comment tu fais tout ça, tellement c'est devenu naturel parce que tu en as fait plein, tu vois. Là, donc tu es dans la compétence inconsciente. Là, tu nous mets à l'aise, mais ça va être que du bonheur pour la suite. Et moi, je vais te mettre un peu moins à l'aise parce que je vais te parler de la période école de commerce, école d'ingé. Ouais. Ça a été, dans tout ton parcours qui est assez extravagant, qui nous permet de nous projeter, il y a eu cette période où tu as voulu aller en école d'ingénieur, où tu étais a priori trop juste niveau général, ce qui est assez paradoxal par rapport aux maths. Et ça a été le premier non, un petit peu, ça a été le top départ du non. Qu'est-ce que ça a créé ce moment-là ? Tu es allé dans une école ensuite de commerce. Qu'est-ce que ce premier non ? Parce que quand on est jeune et qu'on veut une école et qu'on n'a pas, c'est un premier stop. Et c'est marquant. Comment on gère ça ? L'école d'ingénieur, en vrai, j'aurais voulu, mais la question ne s'est pas trop posée. J'étais 27e sur 31 dans ma classe en terminale, tu vois. Alors, c'était un lycée hyper prestigieux et quand t'es petit, t'es dans ta bulle, donc tu t'en rends pas compte, tu vois. Mais donc, pour moi, c'était impossible d'aller en école d'ingénieur. Même les prépas de commerce, tout le monde m'avait refusé, tu vois. Et j'ai eu un peu un coup de chance où j'aidais je m'occupais de jeunes qui n'ont pas de vacances dans une cité à Garges-les-Gonesse. C'était organisé par des sœurs de l'ordre de Saint-François-Xavier, des Xavières. Et donc voilà, je m'occupe d'organiser des vacances pour ces jeunes, je leur fais découvrir Paris et tout ça. Il y a une des Xavières qui me dit qu'est-ce que tu fais toi l'année prochaine ? Je lui dis j'ai été refusé de toutes les prépas, sauf celle-là où je suis en liste d'attente. Et donc c'est comme ça en fait, par un piston, tu vois, que je me retrouve à être pris dans la prépa à Saint-Jean-de-Passy, mais en commerce, quoi, voie scientifique, quoi. Mais pour répondre à ta question, ça s'est pas vraiment posé, j'étais trop mauvais, tu vois, genre, et je me rendais pas compte. Enfin, j'aurais rêvé effectivement de faire une voie plutôt ingénieur, mais je pouvais pas, à ce moment-là. Donc, tu as été en banque, tu as découvert les sujets, les métiers de la finance avec Goldman Sachs, etc. Ensuite, tu as quitté cet univers, on reviendra dessus, pour te lancer en créateur de contenu et tu as été sur l'univers du gaming avec certaines réussites parce que tu as réussi à passer top 0,5% des meilleurs joueurs au monde, ce qui est extrêmement intéressant. Pour ceux qui nous écoutent, c'est assez inattendu et c'est très très difficile. Et ensuite, tu arrives dans le monde de la création de contenu et de la creator economy. Donc, il y a une sorte de destin qui s'est ficelé. Est-ce que ce premier non, entre guillemets, il a été un peu le coup d'accélérateur, le carburant, où tu crois fondamentalement au destin et tu dis, voilà, c'est un non qui m'a permis de me lancer. Ça aurait été un oui, peut-être que j'aurais pas eu autant la gouache pour la suite. En fait, le nom qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'était donc quand je suis en école de commerce, donc à l'ESCP, je me rends compte que tous les cours me font trop chier, il n'y a aucun cours qui est technique, je me rends compte que vraiment les gens avaient décidé que j'aurais un métier inintéressant. Et là, donc je commence à m'intéresser à la finance de marché, et le métier qui m'intéresse le plus dans la finance de marché, c'est structureur, c'est le mec qui crée les produits dérivés, tu vois, qui me paraissait le métier le plus complexe. Et donc là, j'apprends qu'il y a BNP Paribas qui fait passer des tests à l'ESCP, mais c'est seulement pour les écoles qui viennent de Centrale Paris et qui sont en double diplôme avec l'ESCP, mais qui sont des ingénieurs à la base.
Donc moi j'écris à la RH, à ce moment-là, bon bref, j'étais prof de maths en prépa à côté j'avais 2 classes de 15 élèves chez IPSUP parce que je faisais les cours m'intéressaient pas trop, je voulais continuer les maths et tout ça. Et donc je lui dis, voilà, moi je suis assez bon en maths, est-ce que je peux venir au test? Et en fait, cette RH, donc mentalité française, elle me dit, bah, en fait, tu n'as pas fait Polytechnique ou Centrale, donc tu ne peux pas être ingénieur, enfin, tu vois, tu peux pas être structureur, tu vois, c'est pas possible. Et en fait, quelqu'un qui décide ce que j'ai pas le droit de faire parce que, tu vois, à 18 ans, j'ai pas pris la pilule bleue, tu vois, genre ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu zinzin. Et ouais, quelqu'un de l'extérieur qui ne te connaît pas et qui te met une limite et qui te dit tu ne peux pas faire ça, ça, je sais pas si c'est de l'ego ou quoi, mais c'est vrai que ça m'a fait péter un boulard, ça, ouais. Donc j'y suis quand même allé. Mais c'est ça, tu le passes quand même. Ouais, j'y suis allé, je me suis incrusté, j'ai dit bonjour, Marc Le Sage-Moretti, je vous ai envoyé un mail, vous m'avez dit d'aller me faire foutre. Enfin, j'ai pas dit exactement comme ça, tu vois. Mais voilà, est-ce que je peux quand même prendre une copie? Je prends une copie, j'arrive à passer les tests, donc de logique et de finance. Et après, j'ai un deuxième coup de chance derrière qui est que les structureurs de BNP Paribas, l'équipe d'ingénieurs qui crée les produits dérivés pour toute la salle de marché, n'arrivaient pas à trouver un bon fit avec un stagiaire donc parmi les candidats de Polytechnique ou Centrale. Parce que c'est vraiment ça. Hein. À l'époque, on est en 2013 chez BNP Paribas. Même Centrale Lyon, c'est compliqué. Il y avait un gars de Centrale Lyon, tu vois, dans les ingénieurs, mais normalement, c'est vraiment Centrale Paris ou Polytechnique. La mentalité est comme ça. Et donc, voilà, ils disent au RH à ce moment-là, bon, on n'arrive pas à trouver un stagiaire, monte nous-mêmes les guignolos d'école de commerce. Et là, je rentre en scène. Et donc, je passe l'entretien avec eux. À l'entretien, je suis vraiment nul. Hein. Ils voient que je ne sais rien. Mais je pense qu'ils voient dans mes yeux que je suis motivé, que j'ai envie de comprendre et tout ça. Ils me donnent ma chance. Et c'est comme ça que je deviens structureur chez BNP Paribas. Ouais. La carrière s'enchaîne toujours dans l'univers de la finance, qui est quand même, rappelons-le, un univers assez difficile, avec beaucoup de contraintes, beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression aussi. C'est pas anodin, faut quand même le rappeler. Tu arrives après moult entretiens chez Goldman Sachs, que tout le monde connaît. J'ai noté qu'il y a eu une vingtaine d'entretiens. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec Il y a une blague chez Goldman, c'est on dit si jamais on veut te prendre en stage, même la personne qui fait le ménage doit te valider. Tu vois, c'est vraiment tu vois toute la boîte pour être pris. Qu'est-ce qu'on se raconte en 20 entretiens? Alors, donc là pareil, les gens flexent un peu une fois qu'ils ont fait 20 entretiens en disant j'ai passé 20 rounds et après j'ai été pris et je suis trop fort. Alors que c'est pas du tout ça qui se passe. C'est en fait, donc moi j'étais à Paris, je passais des entretiens à Londres. Quand j'allais à Londres, je voyais 5-6 personnes et sur les 5-6 personnes, il y en a qui me trouvaient bon, il y en a qui me trouvaient nul, il y en a qui étaient un peu in between, tu vois. Donc c'est juste qu'ils veulent, dans leur manière de prendre des décisions, faire un truc assez consensuel où il y a pas mal de gens qui donnent leurs avis avec des backgrounds assez différents. Et en fait, dans la mentalité américaine, dans les boîtes américaines, ça n'a rien à voir avec les banques françaises, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas du tout les mêmes profils. Tu vois, mon N+2, c'était un ancien boxeur semi-pro, tu vois, de boxe anglaise. Ma tradeuse, elle était championne olympique de hockey sur gazon. Donc voilà, t'as des profils très différents qui ont des avis très très différents et c'est pas des entretiens classiques que tu passes, quoi. L'entretien avec mon N+2, je l'ai passé dans le bar pour commander la salade, tu vois. Il commandait sa salade et il y avait un mec qui avait dit que moi j'étais pas bon commercial et donc il me le dit en anglais comme ça, il fait... ma réputation, c'est que j'étais très technique, mais que j'étais pas un bon commercial. Donc il me dit, OK, what I heard about you is that you're not that much of a commercial, but you're quite good technically. What you have to say about that? Tu vois. Il me chauffe comme ça, et après, moi je commence à répondre, et lui il me fait, attends, can I have some salmon, please? And yeah, give me some avocado, please. Et donc je m'arrête, et il me fait, yeah, man, I'm listening, tell me. C'est comme ça. C'est le Loup de Wall Street en fait. C'était le Loup de Wall Street. Et en fait, le gars, il savait très bien ce qu'il faisait. C'était un super exercice. Est-ce que je suis un bon vendeur? Est-ce que j'ai réussi à me pitcher entre le saumon et l'avocat? Tu vois, super exo. Et donc voilà. Et donc on fait le truc. Moi, je pensais qu'on allait me poser dans une salle d'interview. Après, non, il pose sa salade. Il me dit OK, we're done. Et j'ai reçu le contrat dans l'après-midi. Tu vois. Donc c'est un autre style, quoi. Mais qu'est-ce que ça dit, pour rentrer un peu en contradiction, qu'est-ce que ça dit du marché français? Qu'est-ce que ça dit de notre manière de nous recruter nos talents? Parce qu'il y a un monde dans lequel t'es pas pris en France, ou en tout cas tu passes pas ça. Ouais. Tu fais une autre carrière, tu as un autre parcours. Qu'est-ce que ça dit de notre modèle français? Ça dit qu'on rate plein de talents. Alors je dis pas que je suis moins un talent, mais je veux dire, et on mesure... Alors c'était il y a 10 ans, j'espère que ça a évolué depuis, mais on mesure principalement avec une échelle de hard skills, tu vois. Et il y a plein de gens très très compétents qui n'ont pas ces hard skills-là, notamment les mathématiques. Et en plus, ce truc-là se poursuit pendant hyper longtemps. Tu vois, moi, je voyais des gens dans les banques françaises, je voyais des gens qui parlaient de gars qui ont 35 ans. Ça fait 15 ans les mecs qui ont un taf, ça fait 15 ans qu'ils font d'autres choses. On disait, lui c'est un X, mais en 5,5, c'est-à-dire qu'il l'a fait en 3 ans. Tu vois. Donc il a eu une un peu moins bonne note en maths à 19 ans. Et le mec, on le juge là-dessus, alors que ça fait 15 ans qu'il taffe, le mec. Tu vois. Donc, et là où chez Goldman, les gars, on les jugeait en disant, lui, il a fait 20 millions de PNL, donc il a rapporté 20 millions à la boîte, lui, il a rapporté 15 et tout ça. Donc, très money-driven, tu vois, très orienté sur la thune, mais on le juge sur ce qu'il a fait l'année dernière ou sur ce qu'il a fait il y a 2 ans. Tu vois. Donc, moi, je trouvais ça plus sain d'un point de vue perso.
Tu passes VP chez Goldman Sachs, c'est quoi l'ambiance? On a envie de savoir, nous, surtout moi. Ouais. C'est quoi l'état d'esprit? Comment on travaille là-dedans? Est-ce qu'il y a une certaine pression, on l'a dit? Est-ce que c'est des choses qui te plaisent ou pas du tout? Et il y a un confort de vie aussi, il y a une manière d'appréhender le monde. Comment ça se passe? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimes? Bah, vraiment, ça change très très vite, tu vois. C'est-à-dire que j'ai fait 7 ans. 7 ans, c'est une carrière assez longue chez Goldman. L'espérance de vie chez Goldman, elle est de 4 ans. En moyenne, les gens, ils restent 4 ans. Donc 7 ans, tu vois, j'étais un vétéran. J'étais le 3e plus vieux du bureau de Paris, tu vois, à ce moment-là. L'espérance de vie, le mot est très bien choisi. Espérance de vie. Ouais, espérance de tu vie, perds des points de vie quand t'es... Ouais, tu perds des points de vie et après, voilà, au bout d'un moment, tu te fais réorienter. Non, mais, bon, c'est assez dur, mais dans le système des banques américaines, on dit que le système est up or out, c'est-à-dire soit t'es promu, soit t'es réorienté. Ça évolue très vite, tu vois, les missions. Moi, les premières années, tu vois, quand je suis stagiaire, je travaille de 7h30 à 23h non-stop. Je me rappelle, il y a des moments où j'ai même pas le temps d'aller pisser. Je me rappelle d'une fois où je vais pisser à 17h. J'ai pas bougé de ma chaise, tu vois. Je pissais à 17h, je reviens. Mon boss me dit, t'étais où? Je dis, je suis allé pisser. Il me regarde très sérieusement, il me dit, mec, tu peux pas te permettre d'aller pisser. Tu vois, donc on était dans cette mentalité-là, tu vois. Alors, les choses ont changé depuis, tu vois. Il y a eu des dramas. Il y a eu un mec qu'on avait retrouvé mort dans sa douche en 2014 chez Merrill Lynch et tout ça. Enfin, tu vois, ils avaient trop poussé les banques, donc ils sont vraiment calmés là-dessus. Donc voilà, ça c'était les conditions quand j'étais stagiaire junior. Et après, à l'inverse, quand t'évolues avec des grades, analyste, associé, vice-président, j'avais là à la fin un lifestyle qui est assez fou. Tu vois, je gagnais plus de 300 000 euros par an. Je faisais du 9h à 19h. Je faisais de la boxe anglaise 5 fois par semaine à ce moment-là. Tu vois, donc je pouvais faire plein de trucs à côté. Tu vois, donc ouais, ça change très très vite quand même, tu vois. Et c'est vrai qu'à la fin, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui restent et qui sont dans une prison dorée un peu, c'est que la position que j'avais à la fin, donc vice-président juste pour préciser, il y en a des milliers, hein, c'est juste un truc qui veut dire que tu t'es pas fait virer pendant 6 ans, en gros. Elle était complètement absurde, tu vois. Tu gagnes plus de 300 000 euros par an, tu sais faire très très peu de choses. Moi je dis souvent, mon métier consistait en 2 choses, savoir envoyer des mails et être pote avec les bonnes personnes, tu vois. Si tu sais faire ces 2 trucs, tu peux gagner plus d'1 million par an. Véridique, tu vois, là je te troll pas, hein. C'est vrai truc, je peux te citer plein d'exemples qui sont comme ça. Donc, c'est absurde qu'avec aussi peu de compétences, aussi peu de travail en termes d'horaire, tu gagnes aussi bien ta vie, tu vois. Et ça, je pense que les banquiers s'en rendent très bien compte et donc du coup s'accrochent à leur chaise et sont très contents de cette position-là. Mais moi, je voulais me rechallenger, je voulais un nouveau truc parce que je me faisais chier. Je serais à 50, 55 ans, pas loin de ma retraite, ok, t'es là en train de cash in tranquillement, pourquoi pas? À 30 ans, tu vois, pour moi, c'était pas possible. Ouais, donc dissonance cognitive totale sur toi, ce que tu as envie de faire, ton niveau de vie. Et 2022, donc année assez charnière pour toi, une fois de plus. Tu décides de quitter le monde de la finance pour te lancer à ton compte, on va dire. J'ai compris ce qui a motivé ça, mais est-ce que le choix il est difficile parce que tu as dit 300K, un niveau de vie, une manière d'intégrer, d'avoir sa place dans la société, parce que ça aussi c'est important. Tu décides de quitter ça et de te lancer seul et d'avoir une autre casquette et de dire ok, bah, le produit c'est moi que je vais mettre en avant. Et ce qui est difficile aussi, ce que tu vas te mettre en scène toi, qu'est-ce qui vient motiver ce choix et comment ça se passe? En fait, il y a plusieurs choses. Donc déjà, le premier truc, j'en ai déjà un peu parlé, mais j'en parle pas effectivement énormément, mais j'ai fait un burn-out, donc j'ai fait vraiment une dépression à ce moment-là, c'est-à-dire que burn-out, enfin une dépression de stade 1, c'est des trucs qui normalement sont durs, je sais pas, aller au travail, faire tes machines, repasser tes vêtements, tout ça, machin, t'as peu l'énergie pour faire ça. Et dépression de stade 2, c'est même les trucs qui te font plaisir d'habitude, là ne te font plus plaisir, tu vois. Et donc en fait, pour sortir de ça, ce qu'il fallait, c'est que les trucs qui me font, je retrouve goût à faire des choses que j'aime bien faire d'habitude, tu vois. Et moi, j'aime bien réfléchir, j'aime bien me challenger et j'aime bien notamment jouer aux jeux vidéo, tu vois. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je retrouve goût déjà à jouer aux jeux vidéo? Donc ça, c'était un premier truc. Et ça, je te dis, ça faisait 3-4 ans que j'apprenais rien chez Goldman et j'étais fasciné par la complexité intellectuelle d'un jeu comme League of Legends, tu vois. Enfin, rapidement, tu vois, je pense que tout le monde aujourd'hui est d'accord pour dire que les échecs, c'est complexe. Bon, League of Legends, c'est les échecs multipliés par 15 en termes de complexité. Toutes les pièces, tu vois, t'as pas 10 pièces différentes, t'en as 180. Les 180 pièces, elles ont 5 pouvoirs différents. Les 180 pièces, elles sont changées toutes les 2 semaines. Donc toutes les 2 semaines, on dit attends, le fou, il est un peu trop fort, on va baisser sa force en late game, on va augmenter la force du cavalier, et ça. Donc toutes les 2 semaines, il faut updater. Il y a un scaling, c'est pas un contre un, coup par coup, c'est en continu, 5 contre 5. Enfin bref, c'est d'une complexité de malade le jeu, tu vois. Et donc je me dis, ok, je peux, je sais pas, juste reprendre un peu goût à la vie via les jeux vidéo. Tu vois, ça paraît peut-être fou comme ça, mais tu vois, il y a ça qui se passe dans ma tête à ce moment-là.
il y a un truc qui se développe à ce moment-là qu'on appelle la creator economy, tu vois, c'est-à-dire l'ensemble des créateurs de contenu. Et ce truc-là est en plein boom en 2021. C'est le moment où il y a le code source de Twitch qui se fait hacker. On se rend compte qu'il y a des streamers, même en France, qui gagnent plus de 1 million par an. Il y a des boîtes comme Jelly Smack qui deviennent des licornes en France, qui aident les créateurs de contenu à se développer. Donc, il se passe un truc sur la creator economy. Et mes potes qui vivent en Silicon Valley, tu vois, à San Francisco, ils aiment bien me chauffer. Et notamment mon grand frère, il me dit, là, nous, en Silicon Valley, dès que tu dis le mot creator economy, tout le monde est méga excité. Donc il me dit, je pense qu'en France, vous allez vous réveiller dans 5 ans. Qu'est-ce qu'il fait il est, ton frère Mon frère, il est entrepreneur en Silicon Valley. D'accord. Il a une boîte qui s'appelle Einstein Studios. En gros, il utilise des Google Glass, tu vois, pour aider les enfants dyslexiques à apprendre. En fait. C'est-à-dire que les enfants dyslexiques, ils galèrent avec le mode écrit. Donc, par exemple, il fait des cours de physique où tu mets tes Google Glass, tu es sur la Lune en train de jeter des objets et tout ça, tu vois. Donc il y a un... Bah, on est tous les deux. sur est-ce que les parents sont dans l'univers là aussi ou pas du tout? On est des geeks dans la famille. On aime bien geeker, ouais. D'accord. Donc il y a quand même cette appétence pour les sujets un peu tech, un peu techniques et monter ses projets. Ouais. Et le tryhard des jeux, tu vois, par exemple, il y a 2 ans, on découvre un jeu de stratégie qui s'appelle Seven Wonders. On joue comme ça tous ensemble. Le lendemain, mon grand frère avait passé la nuit sur des tutos YouTube de quelle est la meilleure stratégie, quelle est la meilleure civilisation. Tu vois, mon petit frère avait tryhard des trucs. Ma soeur s'était entraînée le matin. Enfin, tu vois, genre. Et on arrive tous comme ça en mode je connais pas trop le jeu et bon bref, ils m'ont défoncé, enfin tu vois. Donc il y a un vrai côté tryhard dans la famille sur les jeux. Ils ont quel âge? On a tous 3 ans d'écart, j'ai un grand frère, un petit frère, une petite sœur. Donc est-ce que ce côté-là, un peu de travail en équipe, il est là depuis longtemps ou est-ce que vous avez aimé vous challenger? Parce que des fois il y a des fratries avec qui ça se passe bien et ça se challenge et c'est très bon délire, d'autres avec qui c'est de la concurrence un peu malsaine. C'était quoi le mood avec tes frères? Très bon délire. Que ton frère qui est aux États-Unis, c'est aussi, vu que c'est le grand frère, a priori, il y a le côté peut-être aussi modèle ou challengeant, ou tu vois, il y a aussi ça qui arrive quand toi tu montes tes projets. Ouais, c'est vrai qu'il y a des deux, tu vois. En fait, comme mon grand frère me dit, la creator economy, ça va être un truc de dingue. En France, vous allez vous réveiller dans 5 ans. Pas ça que, ouais, comme tu l'as dit, mon grand frère, c'est mon modèle, tu vois. C'est en 4e, j'allais voir mon grand frère quand je savais pas comment parler aux filles et tout ça. Enfin, tu vois, ça a toujours été un peu le grand frère qui ouvre la voie et tout. Donc, même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a toujours ce truc-là. Quand mon grand frère me dit un truc, je l'écoute, ouais. Je me dis, il a peut-être raison, ce con, il y a peut-être un truc sur la creator economy, je vais regarder. Et donc, pour revenir à ta question de départ, ça me permet de faire d'une pierre deux coups. Je vais m'intéresser à la creator economy. Je suis sollicité par des boîtes comme Google, Amazon, en mode tu vas vendre un espace publicitaire, mais je me dis, j'ai de la chance, j'ai beaucoup d'argent de côté. J'ai pas d'enfants ou de parents à charge, encore une fois, je viens d'un milieu hyper privilégié. Donc, je peux prendre un peu de risque et être moi-même créateur de contenu. Et je me dis, je vais apprendre beaucoup plus vite si je suis moi-même créateur de contenu que vendeur d'un espace publicitaire. Je vais comprendre comment marchent les algorithmes, je vais comprendre comment marchent les business models pour un créateur de contenu. Reste à savoir sur quel contenu je vais être créateur de contenu. Et donc, je te dis, j'avais besoin d'un challenge intellectuel, un truc qui m'excite. Je choisis les jeux vidéo, League of Legends. Tu te fais accompagner, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et plus tard, tu réalises quand même l'exploit de faire le tour du jeu et de le poncer, de le speedrun comme on dit, et d'avoir une expertise extrêmement pointue du jeu. Tu prends un coach, t'es accompagné, tu streams. T'avais quel âge à l'époque? 31? J'ai 31 ans, ouais. Là, t'as 31? Là, j'ai 33 aujourd'hui, j'avais 31. T'avais 31, donc c'est aussi, entre guillemets, risqué de se lancer dans cet univers-là qui... il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dedans, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est Twitch. Qu'est-ce qui t'a motivé? J'ai le sentiment que le côté un peu matheux fait que, ok, je me mets un nouveau défi. C'est une fois de plus le côté, le pattern dont je parlais au début de l'épisode de tu prends un problème, tu vas du point A au point B. J'ai l'impression qu'on le retrouve un peu sur, pareil, la finance. Ah, le concours, je peux pas le passer? Bah si, je vais le passer. Ouais. Donc je pars de zéro et je monte les grades. Et là, c'est pareil. Ok, on ex la finance, jeux vidéo, je vais prendre LOL, je vais m'accompagner et je vais devenir dans le top mondial. Ouais, bah c'est ça. En fait, il me fallait un gros challenge pour me motiver. T'avais en tête déjà, tu savais où est-ce que tu voulais aller au départ ou pas? Est-ce que tu visais cette place-là? Je savais que je voulais comprendre la creator economy en tant que créateur de contenu. Je savais que ça aurait de la valeur d'une manière ou d'une autre. Et je savais en me lançant dans les jeux vidéo que si je le faisais sérieusement en me donnant à fond... En fait, c'est ça. Si tu veux, je suis convaincu. J'ai croisé plein de gens malheureux dans ma vie qui se mentent à eux-mêmes et qui font un taf pour le statut dans la société, pour faire plaisir à leurs parents et tout ça. Et donc j'ai cette conviction que si tu arrives à faire un truc qui te fait vraiment kiffer, qui te fait vraiment vibrer, du coup, tu te donnes à fond, tu te donnes sans compter, tu charbonnes, tu vois. Et si tu charbonnes, tu vas... mathématiquement, forcément, tu vas devenir meilleur que les autres. Donc j'étais persuadé que comme les jeux vidéo, ça me faisait kiffer, j'allais réussir à arriver à un bon niveau, quoi. Est-ce que cet univers-là, il t'a appris d'autres compétences, peut-être des soft skills ou un état d'esprit? Est-ce que ça t'a amené
une rigueur que tu avais peut-être pas un peu avant, parce que ça se voit, tu as des facilités sur un certain nombre de choses, mais quand les gens ont des facilités, bah, parfois c'est un peu moins c'est pas les plus forcément les plus bosseurs, ou est-ce que c'est les deux qui ont été cumulés, tu vois, c'était quoi qu'est-ce que ça t'a amené? En vrai, tu dis j'ai des facilités, j'étais vraiment nul. Pour te raconter l'histoire, donc 2022, je me lance sur League of Legends. J'ai cette arrogance de me dire je suis bon en maths, je vais éclater le jeu. Okay, League of Legends, il faut que tu imagines, il y a entre 120 et 180 millions de joueurs dans le monde depuis 15 ans. Enfin, maintenant, il y en a plus qu'il y a 15 ans, mais donc t'imagines la science du jeu, à quel point elle est développée avec 180 millions de cerveaux dessus qui travaillent, des coachs professionnels et tout ça. Bien sûr que moi, seul dans ma grotte, j'allais pas réinventer le jeu. Donc pendant un an, j'ai cette arrogance-là, et en plus de ça, y a une phrase, tu vois, que les Américains disent beaucoup, ils disent si tu as 2 priorités, c'est que tu n'en as pas. Moi, j'en avais 3. Je voulais devenir l'un des meilleurs sur une des disciplines les plus compétitives du monde. Je voulais faire des one-man shows dans mes streams, animer mes streams et tout ça. Et je voulais avoir une stratégie et me développer sur tous les réseaux. Donc, fin 2022, j'arrête tout ça et je me dis je vais faire qu'un seul truc à la fois, jouer à League of Legends pour 2023. Et donc je vais voir un gars qui est un coach qui s'appelle Kazewa, qui est connu, c'est un ancien joueur professionnel français qui a tellement joué au jeu qu'en fait il a eu des problèmes d'arthrose à la main à 23 ans. Il a dû se réinventer en vendant des formations pour permettre aux gens de progresser aux jeux vidéo. À ce moment-là, il se fait tracher par tous les tweetos, parce que les tweetos lui disent t'es un connard, tu vends des formations à des gamins, et pourquoi? Pour progresser à des jeux vidéo. Et en plus, les jeux vidéo, c'est pas un truc auquel on progresse, c'est soit t'es bon, soit t'es pas bon. Parce qu'il y a une grosse partie qu'on appelle la micro, c'est-à-dire les réflexes, les mécaniques et tout ça. Je vais voir Kazewa, je lui dis écoute, moi j'ai 31 ans, les réflexes dans le cerveau humain, ils commencent à baisser à partir de 20 ans, tu vois. Donc je lui dis je suis éclaté, et je dis vraiment nul, hein. Il m'a dit j'ai rarement vu un mec aussi nul que toi, tu vois. Si moi, un guignol comme moi, t'arrives à me faire passer en 3 mois master top 0,5%, c'est une pub de malade pour ta formation. Et il m'a dit écoute, j'ai rarement vu un mec aussi nul que toi, et j'ai rarement vu un mec aussi motivé que toi. Donc c'est parfait, je te coach. Par contre, il me dit t'arrêtes tout. Bon, là, Kazewa, il me dit ok, tu peux t'entraîner combien de temps par jour? Il me dit moi, Kazewa, quand j'étais top 10 français, enfin européen, et quand j'ai voulu passer top 3, ce que je faisais, c'est que je m'entraînais 20 heures par jour, et pendant les 4 heures de ma nuit, je revoyais les waves dans ma tête. Je lui dis bah écoute, Kazé, tu vois, à ce moment-là, j'avais une copine, elle n'était pas forcément chaude pour ce programme. J'avais besoin de dormir un petit peu. Je lui dis, donc on se met d'accord avec ma copine et Kazewa sur du 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Mais tu vois, tu dis que j'ai des aptitudes et de ça, franchement, je pense pas. Je pense que toi, on te met 12 heures par jour, 6 jours sur 7, avec toute l'hygiène de vie qui va avec, hein, donc pas une goutte d'alcool, des aliments que tu peux pas prendre pour augmenter tes réflexes. Comme j'avais des réflexes nuls, il fallait quand même que je fasse gaffe à mon alimentation et tout ça. T'y arrives, tu vois. Franchement, c'est pas moi, je pense pas. Moi, le seul truc, c'est que j'avais la déterre, quoi. C'est intéressant cette philosophie de se dire, en fait, déjà, faut que je trouve quelque chose qui me plaît. Parce que si je charbonne de dingue sur un sujet qui ne m'intéresse pas, on va être bon, mais avec un peu plus d'effort. Donc, c'est trouver son axe et son sujet en passion, on va dire. C'est un peu un mot buzz, mais passion. Et ensuite, une fois qu'on l'a trouvé, ce qui est souvent le plus dur en vrai, surtout sur les jeunes qui s'orientent avec notre modèle français, une fois que tu as trouvé ton scope, bah, c'est de mettre les moyens, les conditions. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se parle avec les gens qui viennent dans ce podcast, il y a beaucoup d'aventures, il y a beaucoup de rebondissements, il y a des milieux différents, mais il y a toujours la même chose qui revient, et ça me fait à chaque fois très plaisir de le remettre en avant. C'est peu importe les mécaniques, ce qui se passe avant, etc. Il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui va jamais bouger, c'est le moment où tu vas charbonner comme un fou. Ça peut être pendant longtemps, un court moment, mais intense, ou sur la durée, mais il y a le côté vraiment, ça revient à chaque fois. Et je trouve que c'est assez symptomatique des nouveaux entrepreneurs qui se lancent et qui se disent en fait j'ai compris la mécanique, il faut que je trouve l'angle qui me fait kiffer et je vais charbonner de dingue, et ça revient. Et je trouve que ta philosophie là-dessus, elle est assez chouette, de se dire c'est pas l'argent forcément le but ultime, c'est pas le côté Startup Nation, Magazine Forbes, Madness, mais il y a le côté vraiment faut que je trouve un truc qui me fasse kiffer et je vais le bombarder, et je te promets que je serai le meilleur. Et je trouve que ça, c'est un truc à retenir qui est assez chouette. Ouais, c'est ça. Après, je pense que chacun a un peu un profil un peu différent. Moi, j'ai ce profil très passionné, très branleur. Donc, je peux pas faire un truc si ça m'intéresse pas. En fait, c'est au-delà de mes forces. Ça, j'ai beaucoup d'admiration, tu vois, pour les mecs qui sont encore chez Goldman après 20 ans et qui font le même job en costard cravate et de ça tous les matins. Leur job les fait chier, mais ils le font pour l'argent, et tu vois, ils sont très honnêtes là-dessus, hein. Ils le font pour la thune, tu vois. Tu leur demandes, c'est pour la thune. Par rapport à tout ça, c'est la première fois, entre guillemets, comme j'ai dit, que tu te mets en scène toi. Est-ce qu'il y a un niveau de difficulté que tu découvres? Parce que c'est toi le produit, donc les attaques, elles sont sur toi, les récompenses, elles sont évidemment sur toi, mais tu te mets un peu aussi en danger, parce qu'on sait que l'univers du jeu vidéo, c'est des communautés, donc il y a un côté très très familial parfois, et à l'inverse, il y a aussi beaucoup de trash talk, ça tape un peu fort. Est-ce que tu le vis bien, ça, au début?
Bah, c'est pas évident, tu vois, c'est pas évident. Et en plus, moi, la particularité, c'est que je fais du live. Donc le live, c'est le format le plus dur. C'est pas je poste un contenu sur YouTube et on verra bien les commentaires, les likes. C'est en live, je prends le feedback. Je dis souvent que moi, j'avais à peu près 7 viewers, tu vois, en live, avant de passer Master sur League of Legends, dont un viewer, c'était un ordi portable que je mettais dans la pièce à côté, tu vois, de mon coloc qui était pas là. Et parfois, je fais une blague et tout, je fais une vanne, il y a un moment cool. Je regarde le compteur et je vois qu'on est repassé à 1 et je sais que c'est le robot dans la pièce à côté, tu vois. Donc, il y a ce moment où vraiment tu prends un coup dans le foie en live et ça te fait mal, quoi. Donc, après, tu te construis ta carapace au fur et à mesure, mais tu vois. Je pense que c'est très important de rester toujours à l'écoute. C'est ça qui est dur, en fait, c'est que tu dois avoir ta carapace, tu dois pas trop prendre les critiques en perso, mais tu dois toujours les écouter. Donc tu dois toujours entendre le bruit et pouvoir distinguer le signal du bruit, tu vois. Comment tu monétises ça? Parce que là, je me doute qu'il y a un bagage financier qui t'a permis de te lancer, etc. Ouais. Comment ensuite tu te dis, ok, je vais essayer d'en faire un élément business pour quand même pouvoir en sortir un rendement? Parce que j'imagine que c'est dans ton idée, dans ta tête. Comment on monétise ça? Qu'est-ce qu'on vient chercher comme financement? Ou est-ce que c'est une étape pour arriver à un autre moment que ensuite tu vas pouvoir monétiser à terme? Tu vois, tu fais ton expérience, tes compétences, et après tu les monétises. C'est quoi la mécanique? À ce moment-là, je monétise 0. Je passe Master sur League of Legends, donc en avril 2023. J'ai très vite, donc là, mes lives passent de 7 personnes à 300 personnes. Je me rends compte à ce moment-là que c'est que des étudiants qui viennent sur mes lives. Et donc, je me lance le challenge d'après, après avoir fait donc, passage Master sur LoL, c'est de faire la tournée de quasiment toutes les écoles de France. Donc, en 3 mois, je vais aller dans une 60aine des top écoles de commerce et d'ingénieurs parce que je me rends compte que ma communauté est là. Donc, en fait, j'attends pas que la commu vienne à moi. Je vais moi-même choper toute la communauté dans toutes les écoles, tu vois. Tu leur dis quoi? Je fais des conférences et je leur explique vraiment ce que c'est la réalité d'un job, des burn-out que tu peux faire à côté, de ta vie privée, des sacrifices, de comment ça se passe, de tout ça. Et je désacralise en fait le métier de, tu vois, vice-président chez Goldman Sachs qu'eux idéalisent complètement en leur montrant, je leur dis, enfin voilà, pour moi les gens qui font ces métiers-là, c'est pas des gens particulièrement intelligents, c'est des gens qui sont très scolaires, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces boîtes-là embauchent des gens qui ont fait Polytechnique, HEC, tout ça, parce qu'ils veulent des profils très scolaires. Tout ce qu'on te demande, c'est de travailler beaucoup, tu vois, de 8h à 23h, j'en parlais tout à l'heure, sans faire d'erreur. Mais si tu es capable de travailler de manière très intense sans faire d'erreur, c'est bon, tu vois. On te demande pas de prendre des décisions, on te demande pas, comme un entrepreneur, de trouver ton PMF, ton Product Market Fit, de te dire, ok, là, est-ce que c'est un marché océan bleu, océan rouge, comment est-ce qu'on va se positionner, et ça. À aucun moment, on te demande de réfléchir, en réalité, tu vois. Donc, je désacralise un peu ça. Et ma tournée des écoles marche de fou. Enfin, pour la data, parce que ça m'avait fait un vrai ego boost. Dans une école, la sécurité doit intervenir tellement il y a de monde dans la salle. Et les gens de l'admin viennent me voir et me disent, mais comment t'as fait? Il y a 2 jours, on avait Ségolène Royal, l'amphi était à moitié vide, et toi, tu fais amphi plein. Et ça a un effet qui fait. Et je lui dis, écoute, c'est très simple, c'est juste que je ne bullshit pas les étudiants, tu vois. Les personnes qui venaient parler de Goldman et ça, c'était des gens costard cravate, langage très corpo et tout ça. Et moi, j'avais cette chance, cette force, en fait, de pouvoir raconter absolument ce que je voulais, d'être très authentique, et du coup, de leur apporter de la vraie valeur ajoutée. Donc, je pense que c'est comme ça que ça a bien marché. Et donc, j'ai monté, suite à ça, un talk show qui s'appelle Métier de rêve, qui est devenu en quelques mois le plus gros podcast carrière en France, en audio plus vu, dans lequel je démystifiais les métiers prestigieux pour les rendre accessibles à tous. J'avais aussi ce truc-là où j'étais très engagé contre le système des écoles en France, tu vois, où bon, tu te rends compte que les écoles, ça veut rien dire. Il n'y a que 1% de la population qui passe le concours. Après, la note que tu as eue à 18 ans te poursuit toute ta vie. Donc, il y a un système pour moi en France qui est très anti-méritocratique. Et c'est pas que pour moi. Tu as des études qui sont sorties. Pour ceux que ça intéresse, il y a une étude qui est sortie dans les Échos fin 2023 qui classe l'ascenseur social en fonction de plusieurs critères de tous les pays de l'OCDE. La France apparaît 47e sur 48. Tu vois. Donc, je me suis dit, en faisant un contenu gratuit et qualitatif pour tous, pour ceux qui ne veulent pas se payer d'école, je peux un peu casser ce système-là, tu vois, enfin, à ma petite échelle, tu vois. Et donc, voilà, c'est ça qui me motive, et je reboucle. Là, tu te dis, le gars est fou, il part en full digression, il répond pas du tout à ma question. Me dis pas du tout ça. Je reboucle sur ta question, c'est qu'en fait, là, mon business model devient assez évident. C'est de la promotion marque employeur, c'est-à-dire des entreprises, donc au final, des banques, des cabinets de conseil en strat et tout ça, qui veulent embaucher dans ma communauté d'étudiants, des top écoles ou un peu moins bonnes, et qui me payent des vidéos pour interviewer en fait certains de leurs collaborateurs et faire la promotion de ces métiers-là. Enfin, en fait, mais je fais jamais la promotion, c'est-à-dire je vais jamais moi dire allez bosser chez eux, sinon je me discrédibiliserais complètement. J'ai pas le mot. Discréditerais. Merci. Ok, merci beaucoup. Et donc ouais, je me place plus en journaliste, tu vois, qui interview, mais qui a les codes. Et
on parlait de marché océan rouge, océan bleu. Là, je suis sur un marché océan bleu. Je suis un des seuls créateurs de contenu en France à avoir 7 ans d'expérience chez Goldman Sachs, donc à pouvoir faire de manière pertinente des contenus, tu vois, sur la promotion de marque employeur. Et donc là, à ce moment-là, je monétise très très bien. Je fais des très bons deals. Tu vois, je peux pas forcément te donner les chiffres, mais je vends très très bien mes vidéos à ce moment-là. Alors que tu le dises, hein, tu le sais très bien. Tu me dis, je peux pas te le dire. Moi, j'aimerais bien avoir. Il va me chauffer. Je peux vendre des vidéos jusqu'à 20K. Tu vois, à ce moment-là. Et on est à un moment où ma chaîne est 3 à 4 fois moins grosse qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis recentré sur d'autres choses, donc je fais moins de collabs marque employeur. Parce que, en fait, si tu veux, pour t'expliquer rapidement, donc je considère que j'ai un média. J'ai un média où on parle de carrière, ok ? Un média, comme tout le monde le sait, c'est très compliqué à monétiser parce qu'à partir du moment où tu as des sponsors, tu perds un peu ton impartialité, tu perds ton authenticité qui est ce pourquoi les gens venaient te voir. Et donc, j'ai voulu épurer mon média et faire le moins de collabs commerciales sur mon média et monter un business model qu'on appelle Media-led Company, c'est-à-dire je me sers de mon influence de mon média pour créer d'autres business à côté. Et donc, notamment, monter un business d'événementiel où je monte la Paris Creator Week. Donc cet événement dont l'ambition c'est de fédérer la creator economy en France et donc voilà, donc je me sers de l'influence de mon média pour générer des business rapidement et je gagne moins d'argent sur mon média mais plus sur mes business à terme, on l'espère. Tu me fais mes transitions, c'est quand même un plaisir. Ouais, je suis là pour toi, tu me dis. Paris Creator Week, on a le sentiment, qui parfois peut être un peu agaçant, que tu prends quelque chose et tu le craques. Et on a envie de savoir comment c'est possible. Donc tu nous as parlé un peu de je prends le sujet, j'essaie de vraiment le tryhard, etc. Donc on a vu le côté finance, on a vu ensuite le départ pour être en solo avec le parcours assez fulgurant sur LoL. Enfin, moi je trouve ça vraiment, à titre personnel, incroyable, le côté League of Legends et le niveau que tu as atteint en si peu de temps. Et surtout là, le next step, l'aventure elle continue, on le voit avec la Paris Creator Week, le nouveau projet un peu central pour toi depuis quelques semaines, depuis quelques mois. C'est quoi le concept ? Tu nous as parlé de la Creator Economy, tu as tout de suite spotter l'enjeu business, l'enjeu de tendance de fond de cet univers-là. Qu'est-ce que c'est la Paris Creator Week ? Ouais. Alors en 2 mots déjà pour revenir sur la Creator Economy pour que les gens se rendent compte parce qu'en France c'est pas du tout développé donc les gens se rendent pas compte. Il y a une étude de Goldman Sachs qui est sortie qui dit que c'est un marché à fin 2022 de 250 milliards de dollars dans le monde. C'est un placement sponsor Goldman Sachs ou pas ? Non. Tu peux les tracher aussi si tu veux, il n'y a aucun problème. Non, on n'est pas méga copains. Mais là, pour le coup, l'étude vient d'eux. Ils estiment qu'il y a 50 millions de créateurs dans le monde, 48 millions qui font en moyenne $1,000 de revenus par an et 2 millions qui font en moyenne $100,000. Donc ça fait 200 milliards plus 48 milliards, 248 milliards. Donc un marché à peu près de 250 milliards. Et en fait, ce qui est fou, c'est que pour ces 250 milliards, tu vois, ils prennent que les revenus des créateurs. Donc par exemple, YouTube, fin 2023, déclare 32 milliards de revenus, pas pris en compte dans l'étude. TikTok vient de déclarer 24 milliards de revenus, pas pris en compte dans l'étude. Toutes les agences, tu vois, les Webedia, voilà, toutes les agences qui tournent autour ne sont pas prises en compte dans l'étude. Les SaaS, donc les software as a service, les outils, tu penses à Favicon, tu penses à Submagic qui fait les sous-titres, voilà, il y en a plein, ne sont pas pris en compte. Donc c'est un énorme marché. Et l'autre truc qui sort de l'étude, c'est qu'il y a une croissance de 15% par an. 15% par an, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en 5 ans, tu as doublé la taille du business. Donc 250 milliards en 2022 et ça va être 500 milliards en 2027. Donc moi, ce que je me suis dit avec mes 2 associés, c'est il y a une opportunité, mais pas juste pour nous, pour la France, de se positionner là-dessus. Ça va générer de la valeur, de la richesse, du PIB et des emplois. Et en France, en fait, on a cette chance d'avoir une proposition artistique. Alors, je sais que les gens n'aiment pas trop qu'on parle d'artistes pour les youtubeurs, mais je pense que dans quelques années, ça sera le cas. C'est juste qu'on n'a pas encore assez de recul sur ce job-là. On a une proposition artistique qui est méga diversifiée. T'as des talents, en fait, surtout. T'as du Mathieu Stéphanie sur du business. T'as des gens dans le gaming, des Erator, des Domingo. T'as des gens plus divertissement avec des Squeezie. T'as des gens sur la santé avec Major Mouvement, Science Étonnante, sur l'écologie avec Hugo Clément. Enfin, tu vois, on a une offre qui est dingue. Et dans le monde où l'IA se développe, où ça va être de plus en plus facile de traduire ton contenu dans toutes les langues, ces talents vont pouvoir s'exporter. Donc en fait, on s'est dit, step 1, à la fin de l'année, on arrive à faire le premier événement qui va fédérer toute la creator economy en France. Donc on a, tu vois, notamment Webedia qui font leur creator show chez nous, c'est leur rétrospective de leurs top créateurs avec Inoxtag, Domingo, tout ça. On a des top créateurs comme, je sais pas, Hugo Décrypte, Amixem. Et donc on veut fédérer tout cet écosystème en France. Et ensuite, l'étape 2, ça sera l'année prochaine d'en faire le plus gros événement en Europe pour pouvoir s'exporter. Donc on est content parce qu'on a aussi des équipes de MrBeast qui seront présentes à la Paris Creator Week. MrBeast, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros YouTuber du monde. Il a 300 millions d'abonnés. Par rapport à tous ces projets, j'ai une question un peu plus perso, c'est-à-dire la gestion de la pression et du doute. Parce que
C'est pas le même quand tu as un patron, quand tu es étudiant, que lorsque tu montes ton projet et que tu es solo. En tout cas, tu es entrepreneur. Comment on gère le doute? Est-ce que tu as une manière de faire? Est-ce que tu fonces et tu regardes après? Ou est-ce que tu es... j'ai pas le sentiment que tu sois paralysé par ça, mais comment on gère le doute? Bah, en fait, si tu veux, moi, à chaque fois, enfin là, on a l'impression que je fais le truc tout seul, mais pas du tout. Tu vois, je suis très très bien accompagné à chaque fois. Sur League of Legends, assez vite, je comprends que je suis nul. Je vais prendre un ancien joueur pro qui était un moment un des top joueurs français. Là, je monte cet événement. Bah, dans mes associés, il y a un mec qui s'appelle Karim Saba, qui est cofondateur de la Paris Blockchain Week, plus gros événement de crypto en Europe. Il en est à son 6e événement, il réunit 10 000 personnes. Enfin, il sait faire de l'événementiel, quoi. Donc à chaque fois, moi, je suis plus un peu bourrin en mode, je sais pas si tu lis des mangas shonen, tu vois, genre je suis en mode. Non, ça te parle pas comme rêve. Moi, en gros, le principe d'un shonen, c'est un héros qui est un peu naïf, un peu débile, et qui se dit, je veux arriver, tu vois, Luffy qui veut être seigneur des pirates, et qui se dit, voilà, je m'en fous, je vais y aller au bout. Mais il ne sait pas du tout ce qu'il attend. C'est juste qu'il kiffe faire ça, tu vois. Donc c'est vraiment le truc que je te disais au début, c'est choisir quelque chose que tu aimes bien, quitte à ce que tu n'y connaisses rien. Tu vois, moi, c'est vraiment ça que je fais. Et après, dans mon aventure, je réunis dans mon équipage, tu vois, des gens qui sont experts, bien plus que moi, et qui m'aident à faire ça, et qui m'aident du coup à faire face à ce doute, quoi. Question par rapport à la thématique globale de l'épisode et à notre ligne édito. C'est quoi être entrepreneur pour toi? Il y a beaucoup de réponses, on en a parlé un peu avant. Est-ce que toi déjà tu te définis en tant qu'entrepreneur et quelle est la définition que tu peux mettre derrière? Bah, tu vois, entrepreneur, bah, typiquement, je suis tout nouveau, quoi. En fait, ça fait un an et demi. Je pense que dans ce podcast, tu as eu des gens qui sont entrepreneurs depuis bien plus longtemps que moi et qui s'y connaissent bien mieux que moi. Moi, j'ai jamais voulu être entrepreneur. Je me suis jamais dit il faut que je sois entrepreneur, mais de facto, il se trouve que pour faire ce que je veux, faire un truc assez libre où je suis dans mon délire, il y a que entrepreneur qui me permet de faire ça, en fait, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs différents avec des styles différents, mais c'est vrai que moi, alors ça va certainement faire sourire les gens, mais moi, ma flamme, mon drive, c'est un truc de je veux changer le monde. Alors changer le monde, tu vois, je vais pas changer le monde, mais c'est avoir un impact, faire mon truc, peut-être dans ma toute petite niche de la créateur économie. Donc sur un tout petit truc, tu vois. Et effectivement, je suis pas médecin, je sauve pas des vies, mais je me dis sur ce tout petit truc-là, j'ai ce truc-là de je peux avoir un impact mondial et c'est pas moi. Moi, je suis juste l'étincelle, mais en fait, c'est avec plein de gens et de fédérer des gens autour de ce projet-là, quoi. Donc, ouais, c'est ça la flamme, le truc qui m'anime, tu vois. Je note en tout ce que tu me dis qu'il y a des choses sur lesquelles on peut se baser pour retenir des éléments importants. C'est le côté bien s'entourer. On a le sentiment que c'est quand même un élément important pour toi. Il y a le côté savoir qu'on ne sait pas, se projeter et mettre les ressources pour, c'est-à-dire charbonner. Si demain tu devais croiser le Marc d'il y a 15 ans, qu'est-ce que tu te dirais, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que je lui dirais de ne pas trop écouter les autres. Ce qu'il faisait déjà très bien, mais de le faire encore mieux. Je pense que, tu vois, quand tu es à l'école, et donc tu me dis il y a 15 ans, donc il y a 15 ans j'avais 17 ans, t'es vachement dans une logique de te comparer aux autres. Il y a les notes, il y a l'école, sans cesse t'es comparé. Et sur des trucs en plus, on te compare sur 1% de la vie, tu vois, donc c'est très bizarre. Et je pense que, ouais, un des trucs qui a été game changer dans ma vie, c'est quand ouais, j'ai eu le courage de m'écouter, tu vois. Quand je quitte Goldman Sachs pour aller jouer sur League of Legends, avec mon premier post sur LinkedIn, on me voit en train de jouer un Nasus, tu vois. Je lançais la série Nasus from Guignol to Diamant. Donc il y a des gens qui sont des clients à moi, des patrons de hedge funds, de banques privées et tout ça, qui me voient en train de jouer Nasus. Voilà, fallait franchir le Rubicon un peu, tu vois, pour le faire. Et une fois que j'ai fait ça, ça m'a vraiment libéré parce que je me suis dit, en fait, je m'en fous complètement du regard des autres. Le seul regard qui me compte pour moi, c'est le mien. Et c'est me dire, est-ce que je suis content de moi? Est-ce que je suis un peu meilleur qu'hier? Est-ce que tu vois, rétrospectivement, je serais content de ce que j'ai fait, tu vois. Et si les autres ne comprennent pas pourquoi je le fais, c'est pas grave. Il y en aura peut-être qui comprendront, d'autres qui comprendront pas du tout. Mais moi, je sais pourquoi je le fais, quoi. Donc, ouais, avoir la force de s'écouter soi-même, je trouve que c'est le conseil que je me donnerais au mois d'il y a 15 ans, quoi. Petit conseil à l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui a envie de monter son projet, de se lancer. Un seul conseil à retenir, je sais que c'est toujours un peu dur comme question, mais en tout cas, quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est quoi le conseil un peu ultime? C'est de se faire kiffer, vraiment. Tu vois, genre, en fait, je le redis, on l'a dit tout à l'heure, mais franchement, si tu fais un truc qui te fait kiffer, rien peut t'arriver, ou tout peut t'arriver, tu vois, et tu t'en fous, quoi. Tu vois, genre, ce qui compte, tu vois, c'est, dis-toi, je reprends l'anecdote des pirates, c'est un univers qui m'a beaucoup marqué, mais ce qui compte, c'est t'es sur le bateau, tu sais pas que tu vas en Amérique, tu sais que tu vas vers l'ouest, tu sais quelle est la direction. Il n'y a même pas de destination, il y a juste une direction. Tes voiles sont bien mises et t'es avec des gars cool en fait. T'es avec des gars avec qui tu te marres et avec qui t'as envie de vivre cette aventure. Peut-être qu'en route, tu vas rencontrer d'autres pirates, tu vas rencontrer des monstres et tout ça, on s'en fout, tu vois. Genre, ça va être marrant à partir du moment où la direction est bonne pour toi et t'es avec les bonnes personnes.
Je rebondis sur le mot rencontre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans tout ce parcours, on va dire un peu singulier, t'a marqué? Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué ou qui a été un peu le déclencheur, ou à l'inverse, quelqu'un où tu dis, lui, je veux pas lui ressembler, je vais faire tout l'inverse? Ouais, bah il y a un peu des deux, tu vois. Typiquement en banque, une des raisons pour lesquelles je suis parti, c'est que j'ai rencontré quasiment personne qui était inspirant, tu vois. Et puis quasiment personne qui avait une vraie ambition. Ils voulaient juste gagner de l'argent. Alors encore une fois, c'est facile à dire pour moi parce que je suis né la cuillère en or dans la bouche. Donc c'est pas une ambition pour moi que de gagner de l'argent parce que je l'avais déjà en étant petit, tu vois. Mais donc j'ai rencontré personne qui m'inspirait. C'est aussi ça où je me suis dit ah ouais, il faut vraiment que je me barre. Et après plus tard, tu vois, bah moi Kazewa il m'a énormément inspiré. Je pense que quand deux fous se rencontrent, tu vois, on se reconnaît, tu vois. Et lui, je sentais qu'il était complètement fou et que ça le choquait pas l'ambition que j'avais. Enfin, quand j'ai dit sur les réseaux que je voulais passer master en 3 mois, il y a des joueurs pros qui se sont foutus de ma gueule, qui m'ont dit ce mec est un papy, il va juste rager, c'est impossible, tu vois. Même des joueurs pros disaient en 1 an, ça serait exceptionnel, tu vois, s'ils le faisaient, tu vois. Pour ceux que ça intéresse, ils peuvent aller regarder. Il y a encore des tweets de Amiral de Solari qui dit c'est impossible, tu vois, de le faire en 3 mois. Et donc avoir quelqu'un où quand t'es fou, tu lui dis moi je veux le faire en 3 mois, il me dit ok mec, est-ce que t'es prêt à faire 20 heures par jour, tu vois, et dormir 4 heures par nuit, je lui dis ah ben voilà, là on parle, tu vois. Et donc, c'est assez ouf en fait, deux fous qui se rencontrent, il se passe un truc à chaque fois, tu vois. Oui, mais ce que je note qui est intéressant, c'est aussi le côté en fait se donner les moyens de ses ambitions. C'est toujours pareil, il y a le côté, beaucoup en école de commerce, on vante un peu l'univers de l'entrepreneuriat avec les paillettes, mais il y a aussi le côté en fait, ça va charbonner en fait. Ce qui va m'amener à ma question, et sensiblement la dernière de l'épisode, c'est quoi ta définition de charbonner? C'est quoi pour toi aller au charbon? C'est compliqué. Je pense que en fait ça découle de ce que je viens de dire, mais je pense qu'une fois que tu fais quelque chose que t'aimes, voilà, t'es au charbon parce que tu te donnes sans compter, tu vois. En fait, moi, je pense être au charbon sans avoir l'impression de l'être, tu vois. Je pense toujours être en train de bosser. Je pense qu'il nous est arrivé 1000 galères, tu vois. Là, tu me dis, par exemple, cet événement, la Paris Creator Week, on le monte depuis novembre dernier. On l'a annoncé en juillet, mais depuis novembre dernier, on est dessus. J'ai eu des rendez-vous avec des grosses agences, des grosses plateformes que je ne citerai pas. On est en call avec comme ça, tu vois, et on est 3 avec mes 2 associés. Et les mecs me disent, mais pourquoi on monte le plus gros événement de la creator economy en France, pourquoi je le montrerais pas moi et pourquoi je passerais par 3 guignolos comme vous, tu vois. Et là, mes associés, donc en général, donc là on était en visio, on a un groupe WhatsApp à côté. Mes associés ils me disent vas-y Marco, chauffe-le, c'est pour toi, tu vois, parce qu'ils savent que c'est moi le plus grande gueule, donc quand un gars nous rentre dedans, il faut que j'y aille, tu vois. Et je lui dis, et voilà, je rentre dedans, je lui dis bah parce que vous, ça fait 15 ans que vous existez, vous l'avez jamais fait, quoi, en fait. Donc vous, effectivement, vous pourriez le faire, mais vous le faites pas, donc c'est nous qui allons le faire, tu vois. Et là, le gars enlève son pull, et mes associés me disent putain, le gars enlève son pull, tu vois. Donc ça commence à prendre, tu vois. Il prend un coup de chaud, il est en mode ok, on va discuter. Mais pour moi, être au charbon, en fait, c'est juste vivre ton aventure, avoir plein de galères et tout ça, tu vois, mais la vivre à fond. Et un autre truc, je rebouclerai là-dessus, qui est très important dans l'aventure, c'est de célébrer. On a une tradition le vendredi soir, c'est le vendredi auto-congratulation. On s'efforce, et ça c'est mes 2 associés, moi j'aurais pas pensé, tu vois, qui m'ont dit que c'était hyper important de faire ça, de tous les vendredis soirs se faire une binouse ensemble et de célébrer toutes les bonnes nouvelles de la semaine, tu vois. Et en fait de vivre cette aventure, parce qu'encore une fois, tu vois, c'est pas la destination, c'est pas le jour, si on y arrive, où Paris sera devenu le hub mondial de la creator economy dans 5 ans, où on sera content. En fait, c'est toute cette aventure qu'on va vivre pendant 5 ans. Donc, c'est intéressant aussi le côté, parce que véritablement, et c'est dans l'essence même de l'entrepreneur, c'est de toujours être sur sa ligne de conduite et de bombarder, tu vois, d'avancer, étape 1, 2, 3, 4. Et effectivement, c'est intéressant de se dire, en fait, si tu célèbres pas, parfois tu peux oublier pourquoi tu le fais, tu peux être dans la recherche toujours de la performance, ah bah j'ai fait ça, maintenant on va scaler, puis après on va racheter ça, puis après on va... Ouais. Et au final, tu prends pas le temps de célébrer, ce qui fait que parfois il y a un risque que tu sois l'éternel insatisfait de ton propre business en fait. Ouais, complètement. Et puis voilà, sans faire de la philosophie à 2 balles, la vie, elle peut s'arrêter demain. Parfois, tu as des expériences avec des proches où ça te le rappelle, ou tu as des frayeurs où ça te le rappelle. Et je te mets à l'aise, c'est pas de la philosophie à 2 balles, c'est une réalité. Et je trouve que c'est très bien que tu nous en parles. C'est-à-dire que ça va vite, ça peut être très court. Donc le côté je veux kiffer et je veux le faire bien, ça a du sens. Exactement, ouais, exactement. Ça a du sens. Et là, pour nous, tu vois, aujourd'hui, bah... C'est cool, ouais, c'est cool. Tu vois, les gens ils me demandent souvent, mais est-ce que tu es content d'avoir quitté Goldman? Est-ce que tu regrettes pas? Et je leur dis, bah, je suis hyper heureux aujourd'hui, tu vois, hyper heureux aujourd'hui. Et j'ai l'impression aussi d'avoir beaucoup plus d'impact que j'en avais quand j'étais chez Goldman, quoi. Chez Goldman, j'avais un impact négatif. Là, j'ai l'impression d'avoir un impact positif, quoi. Finalement, on termine sur une très bonne touche. Tu me dis, je suis heureux. C'est quand même ce qu'on cherche. En tout cas, je trouve ça très chouette. Marc, on arrive à la fin de cet épisode. Je refais un gros big up et je remercie Blanc de nous soutenir sur ce premier épisode. Merci Marc d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci pour cette dispo. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère que voilà, moi je
Je parle beaucoup, je mets des tunnels assez facilement, donc voilà, j'espère que je t'ai pas perdu, que j'ai pas endormi l'audience, mais c'était un plaisir, franchement. Et puis, conditions magnifiques pour tourner un podcast, donc un grand merci de m'avoir invité. Je me suis régalé, merci beaucoup à toi. Pour ceux qui écoutent ce podcast sur les plateformes de stream, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou autre plateforme si ça vous a plu. C'est très bon pour le référencement et ça nous fait très plaisir. Et ça va te faire plaisir aussi à toi quand tu vas voir que ça va bien performer. Merci à toi, merci à tous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, merci.